Coucou les addicts, on se retrouve aujourd'hui pour le décryptage de l'épisode 4 de Blood of My Blood, A Soldier's Heart, un cœur de soldat. Cet épisode regorge de petites pépites, des scènes magnifiques, des détails qui comptent, des parallèles subtils avec Outlander. Il y a vraiment beaucoup à dire. On arrive à ce moment charnière où les deux intrigues, celle de Julia et Henry et celle d'Hélène et Brian, commencent vraiment à se parler et à résonner l'une avec l'autre. Cet épisode nous parle d'espoir quand tout s'effondre, de trauma, de survie, mais aussi de ces petits gestes, un médaillon, un prénom, une main tendue, ces petits gestes qui finissent par tisser toute une mythologie familiale. Aujourd'hui, on va explorer 3 grandes thématiques. L'espoir comme arme de survie face à l'adversité, la construction d'une mythologie familiale à travers les symboles et les transmissions, et enfin la ruse, le trauma et la résilience qui rendent ces personnages si profondément humains. Chacun trouve sa propre manière de survivre, Julia avec son intelligence, Henry avec sa vulnérabilité, Hélène avec ses manœuvres et Brian avec sa douceur stratégique. Comme d'habitude, je vais analyser cet épisode sous 3 angles. D'abord la cohérence narrative, est-ce que l'histoire se tient ? Ensuite, les liens avec la mythologie Outlander, comment tout ça enrichit la saga. Et enfin, l'impact émotionnel. Est-ce que ça nous touche en tant que fans ? Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le cœur d'un soldat. Je l'ai dit, cet épisode 4 s'intitule A Soldier's Heart, littéralement le cœur d'un soldat, et c'est un titre brillant parce qu'en fait, il fonctionne sur plusieurs niveaux de lecture. D'abord, au sens littéral, c'est une référence directe au trauma d'Henry. Pendant et après la Première Guerre mondiale, on appelait ce traumatisme Soldier's Heart, le cœur de soldat, avant même que le terme stress post-traumatique n'existe. C'était cette idée que les soldats revenaient du front avec le cœur brisé, épuisé, hanté par ce qu'ils avaient vécu. Et c'est exactement ce que traverse Henry dans cet épisode. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Ses cauchemars, ses crises, sa vulnérabilité face à la prostituée. Tout ça, c'est son cœur de soldat qui continue de battre malgré l'horreur. Mais le titre va plus loin parce qu'il parle aussi de ce cœur qui résiste malgré tout. Henry y continue à avancer. Julia qui reste debout malgré la douleur. Brian qui prend des risques pour protéger ceux qu'il aime. Hélène qui manœuvre pour échapper au mariage arrangé. Tous, à leur manière, ont un cœur de soldat, pas au sens militaire, mais au sens du courage, de la résilience, de cette force qui permet de tenir quand tout s'effondre. Et puis, il y a une 3e lecture, plus symbolique encore. Le médaillon de Saint-Antoine, ce petit objet que Julia donne à Henry comme talisman, comme protection. Un cœur au sens physique, un lien entre eux deux, une promesse de lumière dans l'obscurité. Et c'est ça qui est beau dans ce titre. Il résonne à tous les niveaux, le trauma, la résilience, l'amour, tout y est. Alors l'épisode était réalisé par Emer Conroy. Elle signe un bel épisode dans la continuité de ce qui a été amorcé dans l'épisode 3, une ambiance feutrée, intime, psychologique. On est toujours dans les manigances, les stratégies silencieuses et les non-dits, mais cette fois le focus se déplace. Si l'épisode 3 était celui des Mackenzie, avec Hélène qui orchestre et Colum Doggall qui s'affrontaient, cet épisode 4 est celui de Julia et Henry. On les suit de près, on entre dans leurs traumas, leurs doutes, leur détermination à se retrouver. C'est moins spectaculaire, mais c'est tout aussi intense. Visuellement, on retrouve cette palette que j'aime beaucoup dans Blood of My Blood, des tons chauds pour les scènes chez les Grant notamment, plus dorés, plus lumineux, et des ambiances plus sombres, plus étouffantes quand on est chez Lovat ou à Léor. Côté rythme, la série alterne clairement les points de vue. L'épisode 3 appartenait aux Mackenzie, je l'ai dit, l'épisode 4 appartient aux Beecham. Et d'ailleurs, la réception des fans reflète bien ça. Certains ont regretté que la romance entre Brian et Hélène passe un peu en arrière-plan, qu'on les voit trop peu finalement. Mais c'est justement le choix narratif assumé par la série, un épisode pour un couple et puis un épisode pour l'autre. Alors ça crée un déséquilibre, c'est sûr, mais ça permet aussi d'approfondir chaque arc. Et puis il y a ce moment qui m'a littéralement scotché. Julia et Hélène qui interagissent. Quand la série a été annoncée, on nous parlait de 2 histoires d'amour sur 2 siècles différents, 2 couples, 2 époques, aucun lien direct entre eux, à part le fait qu'ils donneront naissance à Jamie et Claire. Et là, en fait, les 2 mamans se croisent, elles se parlent, elles se soutiennent. Les parents de Jamie et de Claire ensemble, dans la même pièce, au même moment. Pour la fan que je suis, c'est vraiment renversant. Parce que ça veut dire que Julia a connu Hélène, que Brian a connu Julia, qu'ils se sont aidés, qu'ils ont partagé quelque chose, même brièvement,
Et que cette connexion, aussi improbable soit-elle, fait partie de l'histoire familiale Fraser-Mackenzie-Beecham. C'est dingue, c'est inattendu, et c'est plutôt joliment raconté. Alors oui, cet épisode regorge de petites pépites, des scènes touchantes, des détails qui comptent, des parallèles subtils avec Outlander, et cette rencontre entre Julia et Hélène, pour moi, c'est le moment le plus fort de l'épisode. Je vous parle de mon top de cet épisode et sans hésiter, c'est la dynamique entre Julia et Brian. Leur relation m'a surprise et puis elle m'a touchée aussi. Parce que quand on pense aux parents de Jamie, on s'attend à quoi en fait? À Brian Fraser, futur laird, enfin voilà, homme de devoir, père fondateur de la lignée Fraser, en tout cas père de Jamie. On ne pense pas forcément à quelqu'un qui va tisser une amitié aussi fraternelle avec une femme du XXe siècle, enceinte et coincée chez son père. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Dans cet épisode, on voit leur complicité se confirmer et s'approfondir. Brian, on se souvient, avait déjà aidé Julia dans l'épisode 2. Il l'avait interceptée quand elle tentait de fuir le château de Lazars. Il avait même pris les coups de fouet à sa place. Ce sens du sacrifice, on le reconnaît déjà. C'est l'héritage Fraser. Mais ici, dans l'épisode 4, leur relation franchit un nouveau cap. La scène où Brian confronte Julia sur son stratagème est remarquable. Il a compris que son éruption cutanée est une ruse. Mais il ne l'agresse pas, il ne la menace pas et il ne la juge pas. Au contraire, il lui parle calmement et intelligemment. Et ce qui est beau, c'est que Julia ne cherche pas à mentir davantage. Et eux deux, dans cette situation impossible, en viennent à conclure un deal, un pacte. Brian aidera Julia à s'enfuir de Lazars et Julia va aider Brian avec Hélène. C'est une négociation entre égaux, pas un rapport de force, pas de la manipulation. Juste deux personnes intelligentes qui comprennent qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Mais ce pacte est aussi risqué pour eux deux, parce que si Lovat découvre que Brian aide Julia, il pourrait le considérer comme une trahison. Et Julia, coincée à Lazars, peut-elle vraiment aider Brian avec Hélène ? Ils se font confiance, mais ils jouent tous les deux un jeu un peu dangereux. Voilà, mais néanmoins, j'adore cette complicité, cette façon qu'ils ont de se respecter, de se faire confiance, malgré tout ce qui les sépare. Brian voit que Julia est courageuse, déterminée et surtout rusée. Et Julia voit que Brian est bien plus que le fils obéissant de Lovat. Il est clairvoyant, stratégique et profondément bon. Ce que j'aime dans cette relation, c'est qu'elle brouille tous les codes. On ne s'attendait pas à ça. On pensait peut-être que Brian serait plus distant, plus méfiant, mais au contraire, il devient un véritable allié pour Julia, et ça rend leur duo absolument touchant. Pour moi, c'est le cœur émotionnel de l'épisode. Une amitié fraternelle qui se consolide dans l'adversité, portée par deux personnages intelligents, loyaux, et capables de voir au-delà des apparences. Alors, si je devais pointer un petit bémol dans l'épisode, ce serait du côté d'Isaac Grant. Alors ne vous méprenez pas, je trouve que Brian McCarthy incarne parfaitement cette menace sournoise qui pèse sur Henry. Sous ses beaux habits, ses manières polissées, son château moderne et sa fausse bienveillance, on sent qu'il y a quelque chose de profondément inquiétant. Mais voilà, le problème, c'est que c'est un peu trop évident. Isaac Grant, dans cet épisode, manque de nuances. Ses menaces sont assez directes, ses intentions transparentes. On comprend immédiatement qu'il va poser problème. On n'a pas vraiment accès à ce qu'il motive profondément. Pourquoi veut-il contrôler Henry à ce point? Est-ce juste une question de pouvoir féodal? Ou y a-t-il une jalousie personnelle, une histoire avec la famille Grant qu'on ne connaît pas encore? Pour l'instant, il reste un peu trop dans le rôle du méchant de service et ça le rend moins intéressant qu'il pourrait l'être. Alors, je précise que Brian McCarthy, l'acteur qui incarne Isaac Grant, est malheureusement décédé pendant le tournage de la série. C'est d'ailleurs le dernier épisode qu'il a tourné. Et je me demande si cette disparition n'a pas impacté le développement du personnage. Peut-être qu'il devait avoir plus de scènes qui auraient permis de mieux comprendre ses motivations. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, Isaac Grant reste mon petit bémol de cet épisode, un antagoniste efficace mais un peu unidimensionnel. Ce qui traverse tout l'épisode, c'est cette idée que l'espoir n'est pas un luxe mais que c'est une nécessité. Quand tout s'effondre, quand on n'a plus de contrôle sur rien, il reste l'espoir. Et pour Julia, Henry, Hélène, Brian et même les Grant, c'est ça qui permet de tenir. Chaque personnage prend des risques. Chaque personnage parie sur quelque chose. Et c'est ce pari-là, ce besoin d'espoir qui donne son rythme à l'épisode. Commençons par la fameuse loterie. Henry a mis en place un système de tirage au sort pour les métayers du clan Grant.
Pour Henry, c'est une manière de redonner un peu de contrôle aux gens, un peu d'espoir dans un système féodal implacable. Mais évidemment, ça fait débat. Isaac Grant, à son retour, le menace. Archbug se méfie complètement de lui. Et certains fans ont critiqué cette idée de loterie, trouvant qu'elle sonnait trop moderne, trop XXe siècle. Mais j'aime ce que Julia dit à ce sujet. Le pain ne permet pas de survivre, mais l'espoir, oui. Et c'est exactement ça. Les gens qui n'ont plus rien du tout se raccrochent à l'espoir. C'est ce qui les fait tenir, même quand tout est contre eux. Alors oui, la loterie, c'est un pari. C'est risqué. Mais c'est aussi une tentative de donner un peu de lumière dans un monde très sombre. De son côté, Julia aussi a besoin d'espoir. Et pour elle, cet espoir prend la forme d'un objet. Le médaillon de Saint-Antoine. Elle le donne à Henry comme un talisman, une protection. Alors Saint-Antoine, c'est le saint patron des objets perdus. Et le symbole est parfait. Julia confie ce médaillon à Henry pour qu'il garde espoir, même quand tout semble perdu. C'est un geste d'amour, mais c'est aussi un geste de foi. De foi en leur amour. De foi dans le fait qu'ils se retrouveront, malgré les siècles qui les séparent. Et puis, il y a tous les autres personnages. Julia qui se frotte le corps avec des orties. C'est un pari risqué, mais c'est aussi un acte d'espoir. Elle espère que ça fonctionnera, que ça lui donnera du temps. Hélène et Brian, avec leur amour interdit, eux aussi parient. Ils parient que Beltane leur donnera une chance. Partout dans cet épisode, on voit des gens qui prennent des risques, des gens qui espèrent, des gens qui refusent d'abandonner. Et c'est ça qui rend cet épisode si humain. L'espoir, ce n'est pas naïf ou faible, c'est un acte de résistance, c'est une arme contre le désespoir. Et dans Un cœur de soldat, tous les personnages s'en servent pour continuer à avancer. Ce que j'adore aussi dans cet épisode, c'est la manière dont il tisse les fils entre les générations Fraser, Mackenzie et Beauchamp. Blood of My Blood ne raconte pas juste deux histoires d'amour, elle construit une sorte de mythologie, un réseau de symboles, de rituels, de transmission qui relie Jamie et Claire à leurs parents, et même au-delà. Et cet épisode 4, il pose des pierres essentielles de cette mythologie. On a parlé du médaillon de Saint-Antoine comme d'un talisman pour Henry, mais il y a aussi bien plus que ça, c'est un objet de transmission. Julia le donne à Henry avec cette idée du perdu à retrouver. Et ce motif, il traverse toute la saga Outlander. Pensez aux perles de Macranor. Il les offrira plus tard à Hélène, mais on a déjà ça dans le mythe Outlander. Et ces perles, c'est celles que Jamie donnera à Claire le lendemain matin de leur nuit de noces. Et Claire les laissera ensuite à Brianna avant de repasser les pierres en 1968. Brianna reviendra avec au 18e. Et je pense à ces objets qu'on se passe de génération en génération, à ces promesses qu'on scelle à travers le temps. Le médaillon, c'est ça, un fil entre Julia et Henry, mais aussi entre les générations Fraser et Beauchamp. Alors, et puis, il y a ce prénom, Claire. Henry choisit ce prénom pour sa fille parce qu'il veut qu'elle soit une lumière. Et oui, Claire, étymologiquement, ça veut dire lumière. Et dans les livres d'Outlander, même si ça n'a jamais été repris dans la série, Jamie appelle Claire Sorcha, qui signifie lumière en gaélique. C'est comme si Henry avait, sans le savoir, prophétisé le destin de sa fille. Claire sera effectivement la lumière dans la vie de Jamie. Et cette lumière, elle commence ici, avec ce choix de prénom. C'est bouleversant. Et c'est exactement ce que fait Blood of My Blood, relier les générations par des symboles, des mots, des gestes qui prennent tout leur sens bien plus tard. Et je voudrais relever aussi ces parallèles entre Julia et Henry et Claire et Jamie. On voit Julia et Henry s'accrocher l'un à l'autre pour survivre. On voit leur amour se construire dans le chaos, dans la séparation, et puis dans l'espoir fou de se retrouver aussi. Et évidemment, ça résonne avec Claire et Jamie. C'est la même dynamique, c'est la même urgence, même certitude que malgré tout, ils se retrouveront. Blood of My Blood nous montre que cet amour-là, cette force-là, elle ne vient pas de nulle part. Elle a des racines, elle se transmet. Et c'est exactement ça qui rend cette série si émouvante pour les fans d'Outlander. On ne regarde pas juste une préquelle, on découvre d'où vient la lumière. Puis il y a ce moment où Julia verbalise quelque chose d'essentiel. Dans sa voix off, elle dit qu'elle a été élevée dans la croyance en Dieu, mais qu'ici, en Écosse au XVIIIe, elle retrouve aussi la croyance aux fées. Et puis quand Hélène lui parle de Beltane, des collines, des légendes, Julia fait un lien. Elle commence à comprendre que son arrivée ici n'est peut-être pas un hasard, que les fées, les pierres, les rituels, tout ça est connecté. On voit aussi tous ces rituels écossais qui traversent la série, l'attention portée au lait, les superstitions autour de la colline aux fées, des rituels autour des pierres sacrées, toutes ces croyances qui ancrent l'Écosse du XVIIIe siècle dans un monde où le rationnel et le magique se côtoient. C'est subtil, mais c'est là.
la série plante les graines de la mythologie temporelle d'Outlander. Et pour nous, fans, c'est comme un frisson parce qu'on sait ce que Julia ne sait pas encore, que sa fille Claire traversera elle aussi ces pierres, que cette histoire de voyage temporel, elle commence ici avec Julia et Henry, avec les fées, avec Beltane. Blood of My Blood ne se contente pas de raconter le passé. Cette série construit la mythologie qui donnera naissance à Outlander, et c'est ça qui est magnifique. Alors néanmoins, cette mythologie ne se construit pas sans combat. Tous les personnages de cet épisode font face à l'adversité, chacun à leur manière. Et donc, dans ceux qui font face à l'adversité, il y a Julia avec sa ruse, Henry avec son trauma, Hélène avec ses manœuvres, et Brian avec sa douceur stratégique. Chacun trouve sa propre manière de survivre, de tenir, de continuer à avancer malgré tout. Commençons par Julia. Dans cet épisode, elle verbalise quelque chose d'essentiel. Elle n'avait pas le choix. On pense à sa scène avec Lovat dans l'épisode 3 à la fin. Son seul objectif, c'est de retrouver Henry. Et justement, elle agit. La scène des orties, juste avant le générique, en fait, elle m'a bluffée parce qu'au premier visionnage, j'ai pensé à un rite de purification. Davina vient de lui parler des fées, du fait qu'elle a renversé le lait. Et alors moi je me suis dit que Julia essaye de se purifier, de s'excuser auprès des fées. Mais non, en fait c'est une ruse, elle se frotte le corps avec les orties pour simuler une éruption cutanée, pour gagner du temps et pour éloigner Lovat. Et c'est tout à fait dans le caractère de Julia, intelligente, débrouillarde, capable de trouver des solutions, même dans les situations les plus désespérées. D'ailleurs, comme le dit Daniel sur Patreon, le coup des orties, pas mal du tout. Je repense forcément à notre Claire. Et c'est vrai, ces ruses féminines traversent les générations. Petite précision temporelle importante, Lovat a été absent pendant 1 mois, c'est ce qu'on apprend, et cette ellipse justifie que Julia ait peut-être déjà un petit ventre rebondi, et que Lovat puisse croire un peu naïvement que le bébé est le sien. Mais ce que j'aime aussi, c'est que Julia n'est pas invincible. En fait, quand on la voit avec Henry, elle est dévastée, elle souffre, elle a peur. Et c'est justement ça qui rend toutes ces séquences sur le trauma encore plus réelles. Parce que Henry, de son côté, il est vulnérable. Dans la scène avec la prostituée, il ne cherche pas à cacher son trauma. Il s'ouvre un peu à elle. Et la prostituée, elle est empathique avec lui. Comme le dit Martine sur Patreon, Julia et Henry crèvent l'écran par leur jeu d'acteur. Et c'est vrai, Jeremy Irvine est remarquable. Je l'ai déjà dit, je crois, dans un précédent décryptage, j'adore. Et puis il y a cette scène dans la hutte du village où Henry collecte les loyers des métayers du clan Grant. Mention spéciale au décor que j'adore, cette petite hutte sombre, ces gens qui viennent un par un, très très beau. Et Henry s'interroge sur le sens de cette collecte. Pourquoi les gens doivent-ils payer ? Et c'est Archbuck qui lui explique un peu froidement que c'est comme ça. Les métayers payent pour avoir le droit d'être sur les terres. Et là, on voit toute la naïveté d'un homme du XXe siècle face au système féodal. D'ailleurs, on reparle un petit peu de cette fameuse loterie, parce que Henry arrive avec ses idées modernes et il les applique sans comprendre les réalités du XVIIIe siècle. C'est maladroit, c'est anachronique, sans doute, mais c'est exactement son arc narratif. D'ailleurs, Archbuck et Isaac Grant se méfient de lui. Ils sentent qu'il y a quelque chose d'étrange chez cet homme, mais ils ne comprennent pas que c'est un voyageur temporel. Et c'est ça qui rend le personnage d'Henry fascinant. Un homme déplacé dans le temps qui essaye de survivre avec ses valeurs du XXe siècle. Et puis, je vais vous parler d'Hélène. J'adore ses interactions avec Colum et Dougal. On ne la voit pas beaucoup dans l'épisode, mais quelle femme de poigne. Elle arrive à tenir tête à ses frères, à les recadrer et à leur imposer ses propres vues. Et dans cet épisode, on la voit aussi fléchir. Quand Colum lui raconte l'histoire de Morag Grant, qui n'est pas la plus jolie fille du comté, Hélène semble ébranlée, comme si elle réalisait soudain que déplaire aux Grant pourrait être dangereux pour sa vie. Et puis elle apprend aussi que les finances du clan Mackenzie ne sont pas au beau fixe, que son père a beaucoup dépensé. Et elle qui avait tellement confiance en lui, voilà qu'elle découvre que tout n'est pas aussi solide qu'elle le pensait. Hélène reste forte, mais elle doute. Et c'est ça aussi qui la rend humaine. Mais ce doute change aussi sa position stratégique. Jusqu'ici, Hélène jouait avec l'assurance de quelqu'un qui contrôle les cartes. Maintenant, elle réalise que son père n'était pas invincible, que le clan Mackenzie a des failles. Est-ce que ça va la rendre plus prudente ou au contraire plus audacieuse pour échapper au mariage Grant avant qu'il ne soit trop tard ? À la fin de l'épisode, elle revient voir Colum avec la liste des invités à son mariage. Un mariage contre lequel elle se bat, dont elle ne veut pas, mais elle revient quand même avec la liste. Parce qu'elle manœuvre, parce qu'elle sait qu'il faut jouer le jeu pour mieux le contourner plus tard. C'est très habile.
Hélène est vraiment très très maligne. Et puis enfin, il y a Brian. On voit qu'il n'est pas d'accord avec les procédés de son père lorsqu'il découvre la réponse du clan Grant par rapport à Hélène. Brian n'approuve pas du tout. Il ne s'oppose pas fermement non plus. Il essaye la manière douce, il discute, il tente de raisonner. Et c'est tout le contraire de Lovat, qui lui semble naïf, presque bête. Comment peut-il croire que le bébé de Julia est le sien? On verra. Brian, lui, il est clairvoyant, il est intelligent. Et c'est exactement cette intelligence-là qu'on retrouvera plus tard chez Jamie. Et donc, face à l'adversité, chaque personnage trouve sa propre voie. Julia ruse, Henry survit à son trauma, Hélène manœuvre, et Brian observe et agit avec douceur. Et c'est ça qui rend Blood of My Blood si riche. Des personnages imparfaits, humains, et qui avancent, malgré tout. Je l'ai déjà un peu dit, Blood of My Blood tisse des fils visuels et narratifs qui résonnent profondément avec Outlander. Et cet épisode 4 regorge de clins d'œil qui résonnent pour nous, fans de la saga. Par exemple, les mains qui se touchent, j'en ai déjà parlé dans la section sur la mythologie familiale, mais ce motif des mains, Brian et Hélène qui se frôlent, qui se tiennent les mains, qui se caressent, c'est un écho direct à Claire et Jamie. Ce langage des corps qui dit ce que les mots ne peuvent pas dire. C'est omniprésent d'ailleurs aussi dans le générique de Blood of My Blood, comme ça l'avait été dans celui d'Outlander, et c'est un vrai frisson pour nous fans. Je pense aussi à cette main de Julia dans les herbes autres, c'est un plan superbe, mais ce plan on l'a déjà vu dans la saison 7 d'Outlander lors d'un flashback de Jane Pocock. C'est exactement la même image. La main dans les herbes, ce mouvement lent, cette douceur, c'est un petit clin d'œil visuel subtil, mais c'est aussi une manière de dire ces femmes, ces destins, tout ça est lié. Elles traversent toutes les mêmes épreuves à des époques différentes, mais avec la même force. Comme je l'ai dit dans mes impressions générales, Blood of My Blood alterne constamment entre deux époques, le 20e, le 18e. Évidemment, c'est exactement la structure d'Outlander. Il y a du voyage dans le temps. Donc, on a Claire d'un côté qui voyage à travers les siècles, Jamie qui l'attend, la cherche. Ces allers-retours temporels construisent toute la mythologie de la saga. Et je pense aussi à Roger et Brianna, bien sûr. Et Blood of My Blood hérite de cette grammaire narrative et elle l'enrichit. Parce qu'ici, on ne suit pas qu'une seule personne qui traverse le temps. On suit deux couples dont les destins se croisent à travers les siècles. Et c'est ça qui rend cette série si fascinante pour les fans d'Outlander. On retrouve ce qui a fait la force de la série mère tout en découvrant quelque chose de nouveau. Avant de conclure, je veux mettre en avant le commentaire de Cécile Lasdan sur ma page Facebook qui résume bien ce que beaucoup d'entre vous ressentent. Elle dit « L'histoire avance petit à petit. On connaît plus ou moins l'histoire de Brian et Hélène, mais celle de Julia et Henry est une grande découverte. Jeremy Irvine est très bon dans ses scènes post-traumatiques. Je trouve Hélène très futée, elle aurait fait un très bon Laird. Tout va se démêler, soyons patients. » Merci Cécile pour ton enthousiasme et tes commentaires passionnés depuis plusieurs années sur ma page Facebook. Tu gagnes un accès gratuit d'1 mois à mon Patreon. Je vais te contacter en message privé pour te donner tous les détails. Et merci à vous tous pour vos retours, vos réactions, vos analyses. C'est grâce à vous que cette communauté est si vivante et si chaleureuse. Voilà pour ce décryptage de l'épisode 4, Un cœur de soldat. Et en fait, plus j'y pense et plus une question me hante. Est-ce que les parents sont à l'origine de la destinée de leurs enfants? Parce que Julia et Hélène se sont rencontrées, elles ont partagé quelque chose, et ça ouvre des possibilités vertigineuses. Comme le dit Stéphanie sur Patreon, quand je regarde les personnages, ils me rappellent immédiatement Claire et Jamie ainsi que leurs proches. Je ne ressens pas le manque de Jamie et Claire car ils sont présents pour moi. Et en fait, c'est exactement ça. Et j'ai envie de vous parler des myosotis, par exemple. Ces fleurs qui apparaissent dans le tout premier épisode d'Outlander, au pied des pierres, et qui font que Claire traverse. Est-ce que ça pourrait être Julia qui les a plantées ici? Est-ce qu'elle a laissé une trace, un signe, sans le savoir, pour sa fille? Est-ce que tout ce qui arrive à Claire et Jamie a été préparé inconsciemment par leurs parents? Je ne sais pas, j'ai pas de réponse, mais j'adore que Blood of My Blood nous pousse à nous poser ces questions. L'épisode 4, donc sur 10, c'est un peu ce qu'on appelle le ventre mou dans une saison. Les arcs narratifs progressent tranquillement, on pose des pierres, on construit vers le climax. Et justement, l'épisode 5 va être un climax.
Need Fire, c'est le titre anglais. Beltane, la fête de Beltane, en français, le feu purificateur. Hélène et Brian qui participent au rituel, Julia qui va faire face à des révélations, Henry qui lutte pour garder espoir. Ça va être beau, ça va être grand. Et maintenant, à vous. Pensez-vous que Julia a laissé une trace pour Claire au pied des pierres? Ou alors que tout ça n'est que pure coïncidence? Dites-moi votre théorie en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Avant de vous laisser, une annonce importante. Je mets en pause à partir de maintenant les décryptages de Blood of My Blood. Alors pourquoi? Parce que dans quelques mois, la saison 8 d'Outlander arrive. C'est le 6 mars 2026, pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'info. Ce sera la fin de l'histoire de Claire et Jamie. Et j'ai envie de vous accompagner vers cette saison 8 avec un compte à rebours quotidien. Des contenus tous les jours sur mes réseaux sociaux. Des revisionnages d'épisodes avec un bonus, un gros bonus, des tonnes d'infos et d'anecdotes. J'ai envie qu'on vive cette attente ensemble. Et les décryptages de Blood of My Blood reviendront soit à un rythme plus lent, soit après la saison 8. Mais promis, je les reprendrai. Alors rejoignez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur Patreon pour un compte à rebours ultra riche. Et en attendant, prenez soin de vous.